Bien, bah, écoutez, il est 13h40, donc on va amorcer le début de ce webinaire. Merci du coup à ceux qui ont pu se rendre disponibles. On a essayé un nouveau format horaire à 13h30. Bon, c'est un essai, je ne sais pas si ce sera l'idéal, mais en tout cas, si vous avez en tête des confrères qui pourraient se connecter, n'hésitez pas à leur relayer le message et ils prendront en cours de webinaire le train. Alors, autre information importante, c'est que sur le site de l'UAPS, le webinaire sera enregistré, donc disponible à toute heure, à tout moment. Voilà. Donc, ce webinaire, je rappelle qu'il y en aura régulièrement, donc un calendrier qui va être suivi, qui va être donné aux différents confrères de manière à ce que les thématiques soient connues de tous et de tous. Aujourd'hui, il fait état de la gestion des crises et des tensions à l'officine et aussi de la problématique globale, je pense qu'on est tous concernés de près ou de loin, de recrutement. Alors, on va rappeler le contexte. Il y a quand même un creuset là qui est, j'ai envie de dire, optimal pour qu'il y ait un ensemble de problématiques qui sont liées plus à la psychologie et plus au rapport à l'autre qui soient réunis. Crise sanitaire, crise sociale, même si c'était une particularité dans la crise sanitaire, mais elle a quand même eu lieu. Il y a clairement eu un épisode qui a été assez aigu au niveau de la suspension des salariés. Et puis, il y a aussi la nouvelle convention qui, plus récemment, vient d'émerger. Donc, ça, c'est des modifications réglementaires dont on est obligé de faire état, parce que du coup, elles vont continuer à bouleverser notre exercice. Alors, favorablement, qu'on sait s'y prendre et si effectivement on développe en face les bons réflexes. Voilà. Donc, tous ces rappels de faits convergent vers le fait qu'il y ait potentiellement des problèmes qui peuvent apparaître. Donc, logiquement, le corollaire de tout ça, c'est qu'il y a des tensions au niveau du comptoir, non seulement avec les patients, mais aussi il peut y avoir éventuellement une perte de dialogue au sein de l'équipe. Et c'est pour ça qu'il faut constamment essayer de suivre une dynamique qui s'adapte, j'ai envie de dire, au contexte qui a été extrêmement instable ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors, en face de ça, je vais passer le flambeau à Ludovic, mais en face de ça, il y a un ensemble d'outils au niveau de la ressource humaine qu'on peut mettre en place et qu'on peut donc utiliser. Je ne sais pas si c'est Ludovic ou Frédéric, du coup. C'est Frédéric qui va prendre le relais, si tu veux bien, Jean-Marc, si tu me le permets. J'espère que la bande passante est bonne. Oui, alors on va passer en revue face à cette situation un peu contextuelle qui s'est installée ces derniers mois, voire ces dernières années, en fait, un certain nombre de solutions, d'outils qu'on aimerait aujourd'hui mettre en avant auprès des confrères et pour lesquels, effectivement, on va peut-être commencer du plus simple, du plus abordable au plus sophistiqué, mais avec pour but à chaque fois quand même d'essayer de trouver des voies de résolution sur ces situations quotidiennes que vit l'officine. Alors, il y a déjà une palette d'outils en ressources humaines en fait que le pharmacien peut déployer, à savoir des choses un peu classiques. Alors certains le font depuis longtemps, d'autres se sont pas du tout aventurés là-dessus, mais les réunions d'équipe, les entretiens annuels. Je parlerai tout à l'heure aussi un petit peu de la problématique de la rémunération et la problématique des primes et des politiques de gratification. Alors, je vais commencer déjà par vous donner un petit peu le rappel sur la notion de réunion d'équipe. Ça peut paraître un peu paradoxal parce que dans ce moment de tension, de sursollicitation qu'a connu l'officine avec la crise sanitaire puis la crise sociale, beaucoup d'équipes ont été vraiment pris à la gorge en termes de pratiques quotidiennes et n'avaient absolument plus du tout l'effectif suffisant pour assurer l'ensemble des missions qui sont confiées aux collaborateurs par les patients et répondre aux attentes en termes de dépistage, de vaccination, etc. etc. Et donc finalement, le temps manque cruellement dans beaucoup d'officines, les commandes directes s'entassaient, un certain nombre de choses étaient plus faites. Et pourtant, c'est justement dans ces moments-là qu'il aurait fallu déployer un peu plus de temps pour décliner des réunions d'équipe, des rendez-vous collectifs. Alors, pas forcément très long, mais de temps en temps, une demi-heure, de ci, de là, peut-être à rideau fermé, pour essayer de remettre un peu à plat une situation, remettre du lien aussi au sein d'une équipe et avoir cet espace un peu privilégié
couper des agitations du quotidien, où on va essayer effectivement de laisser s'exprimer déjà un petit peu le ressenti, le vécu de chacun, essayer de donner aussi un petit peu des éléments de clarification sur le rôle de l'officine, sur ce qui est en jeu, sur où on va, sur le service que l'on peut rendre auprès des patients. Bref, sur toutes ces questions, effectivement, qui à un moment donné sont assez cruciales si on veut rassurer les équipes, si on veut remotiver les troupes et si on veut aussi peut-être tout simplement répondre à des questions très concrètes, très opérationnelles ou des interrogations du pourquoi on fait les choses. Donc, je sais que c'est toujours un peu particulier, notamment quand on a des officines qui font pas de réunion, de se dire, ben tiens, on pourrait en faire. C'est compliqué, tout le monde n'est pas là, les salariés voudront pas être présents, ils ont déjà tellement de choses à faire, tout le monde est déjà fatigué, etc. Mais avec le recul, au niveau du cabinet conseil, ce qu'on a vu, c'est que vraiment, très souvent, les équipes qui faisaient des réunions et qui ont maintenu les réunions durant toute cette période de tension, bah, c'est celles qui s'en sont le mieux sorties en termes de dynamique humaine. C'est aussi parfois, paradoxalement, celles qui, en dépensant un peu plus de temps et en contraignant leurs collaborateurs à un petit supplément de présence, eh ben, étaient les moins usées, les moins fatiguées. Et dans certains cas de figure, ça a même permis de prévenir certains turnovers, voire d'éteindre aussi des problématiques sur la résistance à la vaccination, ce genre de choses. Donc, maintenant, on est un peu dans une phase où les choses s'arrangent, où les choses s'apaisent, mais n'hésitez pas quand même à avoir effectivement ces rendez-vous collectifs, ces moments d'échange avec vos collaborateurs, même si c'est que 30 minutes, 45 minutes, avec une thématique. Alors, ça peut être effectivement une thématique liée à la crise, ça peut être des choses plus de fond. Là, ça pourrait être, par exemple, faire un point un peu sur le retour à la normale, sur les perspectives d'évolution de l'officine en 2022, sur ce qui va peut-être se passer aussi quand même encore dans la suite de la question Covid. Il y a un débat aujourd'hui qui agite un petit peu les coulisses de la profession, de savoir si effectivement il n'y aura pas un rôle important à jouer à la rentrée, malgré tout encore sur une 4e dose pour les populations de plus de 65 ans. Bref, c'est donner des perspectives, expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Cette réunion, essayez de la faire régulièrement. Il vaut mieux faire des petites réunions régulières, des longues réunions très chronophages où on aborde 10 thématiques différentes. C'est plus intéressant de se centrer sur 1 ou 2 points dans un temps court, avec une régularité, une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. Et évidemment, c'est toujours considéré comme du temps de travail, même si c'est fait en dehors des horaires d'ouverture. Et il faut parfois peut-être avoir l'audace de dire: «Je ferme mon officine 30 minutes pour réunir mon équipe», quitte à refouler 2-3 patients. Mais parce que c'est important. C'est important de remettre du lien, de remettre effectivement, un petit peu cet esprit collectif en place, au sein de l'équipe. N'oubliez pas quand même que même si effectivement on est sorti de la période la plus sensible, et ce webinaire, il vient peut-être un petit peu après coup, après on va dire la grande vague, qu'ont connue beaucoup d'officines en termes de carence d'équipe, en novembre, décembre, janvier. Malgré ça, c'est important de remettre du lien au niveau des structures parce qu'il y a des profils qui ont tenu, qui se sont accrochés au sein de vos collaborateurs, qui ont traversé en fait cette séquence un peu tumultueuse, mais qui aujourd'hui ont quand même un petit peu des fragilités, des séquelles à cause de ça. Et il faut reconstruire parce qu'il peut y avoir effectivement un vécu, des tensions. Moi, j'ai vu pas mal d'équipes où, durant cette période un peu plus tendue, il y a des gens qui se sont un peu fâchés entre collègues, entre collaborateurs, des moments de tension avec le titulaire. Et ça peut rejaillir. Et finalement, ces profils fragiles, parfois, ils craquent un peu plus tard, quand la période, elle va mieux, mais soudainement, il se passe quelque chose, une sorte de réminiscence un petit peu d'une situation de tension qu'ils ont connue il y a 6 mois, 8 mois. Et c'est là que le salarié décide de claquer la porte et de partir. Donc, il faut remettre du lien, il faut remettre du corps, et n'oubliez pas, effectivement, de faire des réunions d'équipe. Il y a aussi un autre outil qui est l'entretien individuel. Je rappelle que, comme tout employeur, le titulaire a l'obligation de réaliser 1 fois par an un entretien professionnel. C'est un petit peu différent. Mais les deux peuvent aller de pair. Et cet entretien individuel, c'est un bon moment pour essayer un petit peu de prendre un peu de hauteur sur le vécu des 6 mois, des 12 mois, des 24 derniers mois avec le salarié. Et c'est peut-être l'occasion de lui poser des questions très directes aussi, en disant: «Comment tu te sens aujourd'hui dans l'officine? Comment tu as vécu cette période-là?» Voire aussi d'aller sur des choses où on n'ose pas aller, mais c'est de dire aujourd'hui, par exemple, avec ta rémunération, avec ton salaire, comment effectivement
effectivement est-ce que tu te sens aujourd'hui à l'officine? Est-ce que tu es satisfait de ta rémunération? Est-ce qu'au contraire, tu aurais des attentes? Ça ne veut pas forcément dire qu'on va devoir ouvrir le portefeuille, mais on peut avoir en face de nous un salarié qui va nous dire à ce moment-là, bah oui, c'est vrai, effectivement, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé ces 2 dernières années. Ça a été difficile et je dois vous avouer que je réfléchis. Je me pose même la question peut-être de partir parce qu'aujourd'hui, ma rémunération, je trouve, ne répond pas à mon travail. Et là, on identifie un profil fragile qui veut aller voir ailleurs. À l'inverse, pour avoir des gens qui vont vous dire, rares sont les gens qui vont dire, moi, ma rémunération me convient parfaitement, mais certains vont vous dire, bah oui, ça va, mais si j'avais un peu plus, ce ne serait pas non plus inintéressant. Bon, ok, on va le retenir et on essaiera peut-être dans quelques mois de revenir vers le salarié en disant, bah, je vais voir ce que tu peux faire aussi dans l'officine, ce que tu peux apporter à l'entreprise en échange d'une rémunération. Donc, ce face-à-face avec le salarié, qui peut être très informel, hein, vous n'êtes pas obligé de décliner l'archétype d'un entretien officiel avec toutes les étapes, etc. Il peut être très sain aussi en sortie un petit peu de séquence, là, après une phase où le salarié a été mis sous tension, où les équipes ont été mises sous tension, pour voir un peu où sont vos collaborateurs, où sont les personnes avec lesquelles vous travaillez. Ne minimisez pas effectivement l'importance de ce temps de dialogue, parce que, une nouvelle fois, on en parlera tout à l'heure très rapidement, et ça sera vraiment l'objet d'un prochain webinaire, on est dans un marché qui, en termes de recrutement, est sous tension. C'est difficile. C'est difficile aujourd'hui, effectivement, de trouver des collaborateurs, même si la situation s'améliore. Hein, je veux dire, on a le point le plus critique en termes de recrutement, il était vraisemblablement quand même autour de décembre-janvier, mais on reste effectivement sur un marché où l'offre pour les préparateurs, l'offre pour les pharmaciens est très faible. Donc aujourd'hui, essayer de sécuriser, de fidéliser ces collaborateurs, de les conserver au sein de l'officine, c'est très important. Et ça passe par un travail de détection des faiblesses, des fragilités, de l'usure, qui peut se faire au travers justement de cette logique d'entretien individuel où le salarié va chercher son collaborateur pour lui dire on fait un point ensemble, on se pose un petit peu sur l'année écoulée, je veux savoir comment ça va, je veux savoir ce que tu attends aussi un petit peu de l'évolution de ton métier, de la suite, etc. Il faut aller chercher effectivement le point de vue, le ressenti de vos collaborateurs parce que n'oubliez jamais que vous avez des personnes qui évidemment vont spontanément pousser votre bureau en disant moi ça va plus, moi je réfléchis à aller ailleurs, moi je veux une augmentation, mais vous en aussi en avoir d'autres qui vont jamais pousser la porte de votre bureau, qui un jour vont vous dire voilà, je m'en vais, je pars, je fais autre chose, je me reconvertis dans un autre process professionnel, dans une autre discipline, ou voilà, j'ai eu une offre ailleurs, c'était plus près de chez moi, j'ai un peu moins de déplacements, je suis mieux payé, et j'ai accepté. Et là, c'est trop tard. C'est trop tard, vous ne récupérez pas le collaborateur. Donc, essayez vraiment de vous donner effectivement cette idée forte de dire, je prends du temps pour aller vers mes collaborateurs en collectif, pour créer une dynamique, pour souder une équipe, ça c'est le travail de la petite réunion de temps en temps, et je vais aussi voir chacun en individuel pour voir un petit peu ce qu'il ressent. Alors après, je voudrais vous parler aussi, même si on y reviendra dans le prochain webinaire de façon un peu plus importante, sur la question de la rémunération. C'est une question très sensible aujourd'hui sur la Guadeloupe, sur la Martinique, en métropole aussi d'ailleurs, mais beaucoup plus encore effectivement sur le territoire des Antilles. Donc, il faut essayer d'aller sur ce terrain-là. Il ne faut pas hésiter à demander aux collaborateurs comment ils se sentent par rapport à ça, identifier si on a effectivement des faiblesses. Il faut aussi essayer d'utiliser autant que se faire les amortisseurs que peut offrir le variable. Alors on a effectivement aujourd'hui, on a eu la possibilité de verser des primes Macron, on en aura encore la possibilité évidemment cette année. Attention aussi parce que les primes, ça peut donner un peu d'oxygène par rapport à des gens qui se disent tiens, l'autre officine à côté, elle propose effectivement un salaire plus élevé, j'ai vu, elle a une annonce, etc. Ça peut retenir un profil, mais la problématique des primes, c'est souvent que, on va dire, la mémoire, elle est très courte par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on verse effectivement une gratification de ce type-là à ses salariés pour les fidéliser, pour essayer de garder dans l'officine, très souvent, ça marche très bien sur le moment parce que d'un seul coup, on dégaine une enveloppe et il y a une somme significative, 800, 1000 euros qui tombe, c'est pas rien pour un salarié, surtout pour un préparateur. Mais ça va fonctionner 2 semaines, un mois et demi, et après, ça va être un petit peu oublié. Et ce qui va effectivement très vite prendre le dessus, c'est le salaire, ce qu'on appelle le salaire facial, c'est-à-dire combien le collaborateur
perçoit en termes de rémunération tous les mois. Et là, évidemment, ça devient plus délicat parce que la seule vraie possibilité qui nous vient spontanément à l'esprit, c'est d'augmenter le salaire. Or, quand vous augmentez le salaire, eh bien, évidemment, vous augmentez le coût de votre masse salariale, ce qui est quand même pas négligeable. Et vous ne savez pas de quoi va être fait la suite de l'officine. Parce que là, il y a des pharmacies peut-être qui nous suivent là ce soir, qui ont massivement vacciné, dépisté, et qui ont fait une très bonne année 2021, peut-être même un très bon début d'année 2022. Mais on ne sait pas, on ne va pas forcément continuer à dépister ad aeternam. On va rentrer de nouveau dans une vie un peu plus normale, une rémunération un peu plus normale de l'officine, et il va falloir aussi arriver à composer avec une masse salariale qu'on a augmentée. Donc, on en reparlera dans le prochain webinaire avec les questions de recrutement et de rémunération de manière plus spécifique, mais je vous invite à essayer autant que se faire d'utiliser quand même du variable. Et le variable, ce n'est pas forcément qu'une prime qui tombe à l'instant T. On peut très bien mettre en place un bonus mensuel à ses collaborateurs parce qu'on vaccine, parce qu'on dépiste, et de dire il y a un complément de salaire tous les mois qui tombe de 75 € et qui est lié à cette activité. Ça, c'est très intéressant parce que ça permet d'augmenter les salaires, donc d'avoir un salaire facial qui augmente, mais vous avez la possibilité légalement de supprimer cette rémunération dans 1 an, dans 2 ans, si cette activité disparaît ou si l'officine n'a plus les moyens de la verser à ses salariés. Donc, il faut utiliser ça aussi. Je ne vais pas aller trop loin parce que la rémunération, ça ouvrirait effectivement un dossier très complexe. Si tout à l'heure, il y a des questions, je veux bien y répondre sans aucun souci sur ce qui peut être fait. Mais je voulais vous parler encore d'autres choses par rapport effectivement à cette thématique de la gestion de crise, du surcroît de travail, etc. Donc, la charge de travail et la masse salariale. Il faut aussi maintenant tout doucement que l'officine, par rapport aussi à la difficulté qu'elle a de recruter des collaborateurs, se pose la question du développement d'un certain nombre d'outils d'informatisation, d'automatisation de la pratique effectivement officinale. J'y viendrai tout à l'heure avec 2 pistes bien précises. Pensez aussi à résoudre toutes les problématiques d'organisation. Alors, au niveau des horaires, de l'efficience, des compétences de management, là aussi, il y a des choses. Je vais vous donner quelques pistes. Et bon, la dernière solution, si on est en difficulté, si on n'a plus assez de personnes, c'est d'essayer de recruter. Mais là aussi, vous verrez, on va essayer de soulever effectivement un certain nombre de pistes précises par rapport à cette question du recrutement, parce qu'on sait que c'est difficile, on sait que c'est compliqué. On y viendra dans un webinaire exclusivement consacré à la rémunération et au recrutement la prochaine fois, mais on va déjà énoncer des pistes là-dessus. Je fais un petit zoom rapidement sur les questions d'informatisation et d'automatisation. Beaucoup d'officines, et c'est très bien, ont eu le réflexe pour essayer de simplifier la gestion des flux pour les rendez-vous, vaccination, dépistage, etc., d'utiliser des plateformes de rendez-vous en ligne, d'utiliser des petits logiciels de préinscription. Si, par hasard, certains ne l'ont pas encore fait et que je ne l'espère pas, mais on a devant nous une nouvelle vague qui se mettrait en place, que ce soit une vague de vaccination, ça c'est plus probable, ou une vague de dépistage, ça l'est un peu moins. Il ne faut pas hésiter à utiliser ces logiciels qui permettent aux patients de s'inscrire en ligne, de gérer les rendez-vous à votre place, à la place du téléphone qui sonne tout le temps, et aussi en présentiel au patient lui-même, lorsqu'il est un peu dégourdi, de rentrer toutes les informations relatives effectivement à son profil directement sur la plateforme SIDEP. Après, il ne faut pas hésiter aussi à essayer de penser l'organisation de l'officine, définir des plages dédiées, etc. Peut-être pas toujours tout faire constamment. La robotisation est quelque chose qui aujourd'hui a un coût très important en officine, c'est vrai, mais qui va devenir peut-être de plus en plus sensible parce qu'on a du mal à recruter, parce que ça nous permet de dégager des personnes au comptoir, et parce que aussi, attention, ça va absorber certaines nouvelles obligations professionnelles. Je pense notamment, par exemple, à la question de la sérialisation. La sérialisation, aujourd'hui, elle se met doucement en place dans les officines. Effectivement, la profession, et notamment les syndicats, essaient de défendre une rémunération face à cette sérialisation, mais c'est très compliqué, c'est difficile, parce qu'on est dans une obligation européenne, parce que la France a pris beaucoup de retard, et que là, on est vraiment à 2 doigts à chaque fois de te faire taper sur les doigts. Donc,
il y a cette nouvelle pratique qui va nécessiter effectivement, pour le moment que pour les médicaments de prescription obligatoire, mais de scanner le code data matrix de chaque boîte, d'avoir certaines vigilances pour la gestion des dus, des promis, etc. Et c'est vrai que les officines qui ont robotisé, eh ben, le robot gère ça de A à Z, quasiment, hormis les quelques produits qui ne sont pas dans le robot, mais en matière de prescription obligatoire, la plupart sont dans le robot. Et donc, ça vient soulager effectivement les collaborateurs au comptoir pour la sérialisation. Et c'est important, alors ça c'est quelque chose qu'on a commencé à travailler avec l'URPS Guadeloupe, mais il existe en fait des possibilités d'obtenir des financements pour la mise en place de robots qui, en métropole, effectivement, sont gérés par la CARSAT et sont relayés localement par le CGSS qui reprend en fait les missions de la CARSAT de métropole et qui, en fait, libère des enveloppes. Alors, c'est des dossiers un peu techniques. Là, tout doucement, en fait, les choses se mettent en place sur la Guadeloupe, mais qui peuvent libérer des enveloppes à hauteur de 25 000 euros qui, en fait, sont destinées à la prévention des troubles musculo-squelettiques et au financement d'outils permettant effectivement la mise en place d'alternatives pour gérer ça. Ça reste encore effectivement pour le moment un peu compliqué localement de monter les dossiers, mais dans l'absolu, légalement, c'est tout à fait possible et ça rentre effectivement dans les clous du schéma. Pour le moment, là, on est sur les premières tentatives de dossier sur la Guadeloupe. En métropole, il y a beaucoup d'officines qui ont déjà été financées par ces organismes-là. Donc, l'idée, c'est qu'on essaye aussi de voir peut-être au niveau des instances représentatives pour négocier un peu plus avec ces structures-là, en disant aujourd'hui en officine, on a des vrais ports de charge, on a de la manutention quotidienne, donc c'est pas du tout aberrant, effectivement, de robotiser et d'obtenir effectivement ces enveloppes qui passent, par contre, attention, c'est important, par un diagnostic préalable d'un ergonome. En fait, c'est un ergonome qui vient diagnostiquer le quotidien de l'officine, qui vient observer effectivement les ports de charge, les manutentions, etc. et qui dit oui, effectivement, il y a bien des ports de charge en pharmacie, donc on est éligible effectivement à ce dispositif de financement. C'est aussi un financement qui n'est pas forcément simple à obtenir parce qu'il est dépendant des enveloppes annuelles. C'est-à-dire que globalement, on va le dire très simplement, si vous candidatez entre janvier et juin, vous avez de grandes chances d'obtenir des fonds. Si vous candidatez entre juillet et décembre, souvent les fonds sont épuisés et donc il n'y a plus possibilité d'obtenir ces aides. Voilà, donc, mais c'est des choses effectivement qui sont en train de se travailler, qu'on essaie de développer. Là, on a fait une première tentative de demande avec des montages, là, mais qui a été décalée là, au second semestre, donc maintenant, parce que les ergonomes n'étaient pas encore disponibles sur le territoire, et normalement, ça devrait être le cas tout prochainement. OK. Alors, dans l'organisation interne, il faut aussi penser effectivement à un certain nombre de choses. Déjà, la répartition du travail. Dans ces nouvelles missions, on a eu la chance, effectivement, pour les vaccinations et les dépistages, d'avoir des dérogations qui permettent aux préparateurs d'agir. Donc, il ne faut pas oublier de mettre les préparateurs dans la boucle. On va avoir là, au second semestre, avec la nouvelle convention qui sera présentée dans un webinaire par le syndicat, des nouvelles vaccinations qui vont arriver. Ces vaccinations-là sont exclusivement réservées aux pharmaciens. Donc, il ne faut pas hésiter, un petit peu comme on avance dans une mêlée en rugby, à passer le ballon à l'arrière pour les préparateurs. Donc, la première balle, c'était celle effectivement de la vaccination grippe-Covid, donc ça on passe aux préparateurs, et les pharmaciens vont aller sur les prochaines salves effectivement de vaccination. Il faut aussi qu'on pense à organiser vraiment le temps de l'officine. Essayez tous de vous dire, on va se faire un petit calendrier pour arriver effectivement à donner vraiment un temps à chaque chose dans la semaine à l'officine. En bref, le matin, de 9h à 11h, on est bloqué sur la commande. Les rendez-vous fournisseurs, si on les prend, c'est plutôt l'après-midi. Les stupéfiants, on le fait à tel moment. La vaccination, c'est à tel moment, etc. Lorsqu'on est vraiment, vraiment sous l'eau, il faut penser quand même, c'est très important. Je sais que c'est difficile ce que je vais vous demander, mais à essayer d'organiser dans les périodes de très forte tension des temps de pause, 10 minutes aux collaborateurs, par roulement. Il y en a 2 qui peuvent couper, qui se mettent à l'arrière, qui prennent un petit café, qui prennent un petit truc, parce que quand on a enchaîné sans cesse des dépistages, quand on a enchaîné plein de collaborateurs, de patients pardon, au comptoir, l'idée c'est quand même d'avoir un moment donné où on peut souffler un petit peu. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Et il faut aussi que les officines
se pose la question tout doucement des activités les plus chronophages. Par exemple, la préparation des doses administrées, c'est un très bon exemple d'activité très chronophage à l'officine. Il faut peut-être se poser la question si ce n'est pas le moment de renégocier un petit peu un partenariat avec un EHPAD ou ce genre de choses, quitte à le perdre, parce que si effectivement vous n'avez plus assez de collaborateurs, ce genre d'activité va souvent venir en priorité par rapport au comptoir. Or, c'est très dangereux, parce que si effectivement votre priorité quotidienne, c'est de préparer des piluliers pour un EHPAD, et qu'au comptoir, il ne vous reste plus qu'une personne, ce que vous risquez vraiment, c'est de perdre des patients qui, eux, vont aller dans une autre officine, qui, eux, vont aller ailleurs, et que vous allez perdre immédiatement. Alors que l'EHPAD, si vous la livrez avec un jour de retard, elle va vous taper sur les doigts, elle va vous crier dessus, mais elle ne va pas tout de suite s'en aller. Donc là aussi, il y a des choix, effectivement, dans les priorités quotidiennes qui peuvent être faits aujourd'hui, lorsque l'officine est sous tension, lorsqu'elle manque de collaborateurs, etc. C'est très important. Je parle effectivement de la masse salariale. Alors, je sais que ce n'est pas simple, hein, surtout quand les équipes ont déjà été fatiguées, mais n'hésitez pas quand même à aller sur le fait de proposer des heures supplémentaires. Et on parle d'heures supplémentaires supravalorisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à dire l'heure supplémentaire, normalement, elle est revalorisée de temps et temps légalement. Moi, je vais encore vous rajouter effectivement un supplément. Donc, ça veut dire que l'heure supplémentaire, je vous la paye le double d'une heure normale. Et il y a des salariés qui se disent, OK, entre guillemets, je trime. OK, je me tue à la tâche. C'est vrai, c'est extrêmement demandeur en ce moment l'officine, mais, j'ai une vraie contrepartie. J'ai jamais aussi bien gagné ma vie que maintenant. Je vais serrer les dents parce que c'est peut-être comme ça, effectivement, que je vais pouvoir payer l'extension que je veux faire sur ma maison depuis quelques années. C'est peut-être pour ça que justement que je vais pouvoir même acheter une maison, acheter un terrain, etc. Parce que j'aurais beaucoup travaillé sur ces 2-3 ans un peu difficiles. Et il ne faut pas oublier que l'argent, ce n'est pas une vraie source de motivation. En règle générale, pour les salariés en premier lieu. Ce qui les intéresse d'abord, c'est de faire un travail dans lequel ils se sentent bien. Mais quand ils ont beaucoup donné, qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, le fait d'être bien payé, le fait d'avoir un retour sur investissement, souvent, ça leur permet de conserver, on va dire, une implication, d'arriver à tenir, d'arriver à continuer effectivement à s'impliquer, à s'investir grandement. Donc là-dessus, il y a quelque chose effectivement d'assez important qui peut être fait sur cette dimension de la revalorisation des heures supplémentaires. N'hésitez pas à dire, je vous propose vraiment le double. Je sais que vous avez beaucoup travaillé, je sais que c'est dur, et donc je vous demande encore un effort parce que là, on a un collaborateur qui est suspendu, on n'a pas réussi à remplacer Martine, qui est partie il y a de ça 6 mois parce qu'on a du mal à recruter. Il faut qu'on puisse se permettre de partir en vacances, parce que les vacances, c'est important. Donc, je vais demander à ceux qui sont là de faire des heures supplémentaires. Pour reconnaître, je sais ce que ça représente, mais grâce à ça, vos collègues pourront partir en vacances, et vous aussi à un moment donné, et je vais revaloriser, je vais carrément doubler la valeur que ça. Autre chose, ça c'est très important, il faut maintenant effectivement que tout le monde sur l'île se dise l'avenir de nos équipes, la masse salariale, c'est nous qui allons effectivement nous donner la chance demain de pouvoir recruter des collaborateurs. Et pour ça, il faut effectivement que, excusez-moi du terme, hein, ça va vous paraître très cru ce que je vais vous dire ou très caricatural, il faut qu'on fasse de l'élevage. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fabrique nous-mêmes les collaborateurs qu'on recrutera demain. Donc, il faut se dire, je suis prêt à prendre un apprenti tous les ans. Et ça, c'est très, très efficace parce que ça veut dire que tous les ans, au mois de juin, vous avez potentiellement un futur collaborateur employable. Donc, si vous avez une préparatrice qui vous annonce au mois d'avril qu'elle est enceinte, qu'évidemment, elle va devoir couper un petit peu son activité, c'est tout à fait normal, ben vous savez que dans 2 mois, vous allez avoir un de vos collaborateurs qui va, normalement, si tout se passe bien, être diplômé, et qui va être employable et qui pourra vous faire ce CDD. Vous n'aurez pas besoin d'aller chasser sur le marché du travail au sens large. Vous en avez un qui est prêt, qui est là. Et si vous prenez un apprenti tous les ans, eh bien, tous les ans, au mois de juin, vous avez une option. Et je vais même aller plus loin, c'est que tous les ans déjà, à peu près globalement au mois d'octobre, vous avez quelqu'un qui peut faire du comptoir en bonus. Et n'oubliez pas qu'il y a eu là, pendant plusieurs années, des aides, qui fait que la première année de l'apprenti ne vous coûtait quasiment rien. Et rien
rien effectivement aujourd'hui n'est à exclure en termes de possibilité d'obtenir des aides pour les années qui viennent. C'est en discussion, mais on aura peut-être effectivement une reconduction de ces aides qui va être annoncée à la rentrée au mois de septembre. Donc donnez-vous vraiment effectivement cette logique de je prends un apprenti tous les ans. C'est utile pour vous et c'est utile pour la profession. Si vous ne l'employez pas, si vous ne le gardez pas et si vous avez formé un bon apprenti, eh ben c'est un profil de plus qui sera disponible sur le marché du travail en Guadeloupe et c'est autant d'offres supplémentaires sur le territoire qui vont vous permettre à vous, à tous les confrères, à tous les titulaires de l'île, d'être plus sereins en termes de recrutement pour les années à venir. Il y a aussi effectivement la question non négligeable effectivement du recours à des prestataires externes. Hein, ça, on l'a vu, hein, donc n'hésitez pas aussi pour tout ce qui est dépistage, etc. Mais pas que, hein, je parle aussi d'externalisation, le tiers payant, le secrétariat, tout ce que vous pouvez, essayer de le faire. La mise en place pour les officines, dès que vous avez 7-8 collaborateurs, je pense que maintenant, on y reviendra pour le recrutement lors du prochain webinaire, mais maintenant, il faut qu'il y ait systématiquement une annonce qui circule. Il y a une plateforme de recrutement qui va se mettre en place pour l'ensemble du territoire, qui a vocation de développer l'attractivité de la Guadeloupe et plus largement même des Antilles. Donc, laissez tout le temps, une annonce sur cette nouvelle plateforme et sur tous les autres canaux qui existent déjà. Ça vous permet effectivement d'avoir des CV, même si vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Vous avez des CV, vous avez du monde, etc. Peut-être que c'est quelqu'un qui, effectivement, vous avez vu il y a 3 mois, qui entre-temps a trouvé, mais qui sera en CDD. Et vous allez le rappeler, vous l'aviez rencontré, c'était une personne intéressante. Vous n'aviez pas de poste tout de suite. Mais elle va vous dire, moi, j'ai fini mon CDD dans 2 mois et je peux être disponible. Donc, pensez-y le recrutement permanent. D'accord? Et si on n'a vraiment pas de diplômé, eh ben, c'est le recours à une main-d'œuvre non qualifiée, des rayonnistes ou ce genre de choses, qui vont faire le petit boulot en arrière-plan, qui vont soulager les diplômés, même si ça ne remplace pas un diplômé. Parce que le problème du rayonniste, c'est que quand tout le monde est là, c'est super, il va nous décharger au comptoir. Par contre, quand on a 2 préparateurs qui sont absents, eh ben, on ne peut pas le mettre au comptoir. Or, effectivement, si on avait eu un préparateur à sa place, on aurait laissé peut-être de côté les commandes, etc., et on aurait mis le boost là-dessus. D'accord ? Important, macarrièresantéanti.fr, macasa.fr. L'URPS va lancer, avec l'appui de l'ARS, avec le soutien de l'ARS, une plateforme effectivement de recrutement qui va vous permettre effectivement d'avoir accès à terme à plus de candidatures. Jean-Marc, est-ce que tu veux faire un petit mot sur ce projet-là? Jean-Marc? Non, ben écoute, c'était prévu un petit peu plus loin au niveau du webinaire, mais pourquoi pas? D'accord. Ah, pardon. J'ai oublié qu'on a mis une slide, c'est ça. J'ai pas fait gaffe. D'accord. Donc, tu en parles tout à l'heure. Allez, Je je suis laisse désolé. continuer Ok. avec un bruit. Ludovic, je ne sais pas si du coup tu es connecté et si tu peux prendre, je vais te donner la main immédiatement le micro. Alors, je te bascule en on. Normalement, tu peux prendre la main pour parler de la suspension rapidement, qui est une des difficultés encore que rencontrent beaucoup de personnes effectivement à l'heure actuelle. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu es activé? Normalement, tu as la main. Tu peux activer ton micro, ta caméra. Sinon, je prends la main rapidement pour parler de la suspension. Ah non, c'est bon, je te vois arriver. La gestion des salariés suspendus. Donc voilà, donc effectivement, c'est les salariés suspendus, c'est encore en plus une question en suspens dans certaines de vos officines. Donc il y a eu plusieurs problématiques avec ça. C'est que déjà, le fait de pouvoir travailler sans être vacciné pendant une période de 4 mois suivant une infection à la Covid, ben, ça peut entraîner des tensions dans l'équipe. Parce qu'effectivement, il y a ceux qui vont dire oui, ben voilà, moi j'ai fait l'effort de me vacciner, je suis convaincu des bienfaits. Et évidemment, eux, ils peuvent voir d'un mauvais œil ceux qui ont été absents pendant des semaines, qui ont justement laissé assumer leurs collègues tout seuls et qui reviennent un petit peu la fleur au fusil après une suspension, tout en refusant en plus ouvertement la vaccination et qui vont peut-être même faire qui vont même tenir peut-être un discours plutôt militant anti-vax. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est si vous êtes confronté à ce cas, c'est déjà vraiment important de chercher le dialogue en premier lieu avec tous ceux qui sont déjà vaccinés
et de leur expliquer que même si le choix de ces collaborateurs va vous sembler à vous et surtout à eux en inadéquation avec ce qui est attendu dans la profession, parce que vous êtes quand même une profession de santé, eh ben, pour l'instant, la loi vous oblige à les reprendre puisqu'ils sont suspendus et non licenciés. Donc ça, c'est vraiment un point qui est essentiel à aborder, puisqu'effectivement, pour l'instant, et c'est pas prévu que ça change, les salariés sont juste suspendus. Il n'y a pas de licenciement prévu. Voilà. Donc, ce qui peut être une solution pour augmenter un petit peu l'acceptabilité de cette situation, ça peut être justement le fait de présenter à vos collaborateurs vaccinés le fait que ces retours temporaires vont justement permettre de faire un petit peu le tampon et d'aider justement à passer un petit peu le cap, puisque ça fait quand même des bras supplémentaires, ça fait une main-d'œuvre supplémentaire. Et donc, il faut juste aussi chercher le dialogue avec ceux qui reviennent en leur disant, OK, on est content que tu reviennes, on est content que tu puisses travailler pendant 3-4 mois. Par contre, effectivement, moi, en tant que pharmacien, je ne partage pas ton point de vue sur la vaccination. C'est pareil pour la plupart de tes collègues. Donc, s'il te plaît, ne viens pas avec des discours anti-vax ou anti-gouvernementaux. C'est pas le propos. C'est pas le propos à l'officine. À l'officine, on est juste là pour aider les patients, pour les conseiller. Et on n'est pas là pour faire du prosélytisme anti-vax. Voilà. Donc ça, c'est un truc important pour justement qu'il y ait une acceptabilité. Donc voilà. Donc voilà, je ne reviens pas sur le schéma vaccinal. Je pense que maintenant, vous le connaissez tous, ce qui est considéré comme valide pour venir travailler. Et donc maintenant, va se poser quand même pour vous la question, et je sais que c'est des questions qu'on nous a posées assez régulièrement quand même, c'est quelle solution pour sortir de la situation? Alors, il y a un truc tout simple, c'est le statu quo. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, OK, on maintient le statu quo actuel et vous pouvez très bien le faire. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème. La seule fois où peut-être que vous allez vous dire oui, mais moi, je continue encore de payer la protection sociale complémentaire de mon salarié suspendu. Donc là aussi, il y a eu différents discours là-dessus. Ça, je vous inviterai vraiment à vous rapprocher de votre organisme de complémentaire. Parce que pour l'instant, c'est vrai que beaucoup d'organismes n'ont pas encore tranché sur ça, sur l'obligation de continuer à payer. Mais voilà, c'est quelque chose qui est en train de se résoudre. Mais vous pouvez très bien dire, voilà, moi, je laisse statu quo. Si la personne attrape le Covid, eh ben, je la fais travailler. Et puis, une fois que les 4 mois sont passés, eh ben, elle sera de nouveau suspendue. Voilà. Donc, je sais qu'il y a encore quelques cas sur le territoire qui sont dans cette situation-là. Sinon, effectivement, vous pouvez quand même toujours essayer de pousser à la vaccination, donc qui est quand même la solution idéale. Donc, vous pouvez aussi essayer de voir avec Novavax, où il faut 1 ou 2 doses, surtout si les personnes ont eu le Covid. Donc voilà, donc Novavax, c'est, comme vous le savez, c'est pas de l'ARN messager. Donc peut-être que ça peut quand même aussi être une alternative. Voilà, peut-être que vous arrivez encore à avoir cette alternative avec certains qui sont peut-être pas complètement jusqu'au boutiste. Et il faut savoir aussi qu'évidemment un salarié qui est là pendant des mois à militer contre la vaccination, qui a obstinément refusé la vaccination, pour lui, il n'a pas envie de perdre la face. Donc forcément, c'est très compliqué. Donc il faut aussi avoir de la compréhension pour cette situation-là. Donc une autre option qui est peu risquée, c'est quand même à un moment donné de contacter le salarié oralement. Vous pouvez aussi le faire par courrier, mais vous pouvez aussi justement l'appeler, ou peut-être que vous allez le croiser n'importe où dans un magasin et tout, et peut-être que vous allez lui dire, voilà, écoute, tu veux pas qu'on aille boire un coup, qu'on aille boire un verre, et on va discuter de la situation. Puisque effectivement, surtout si vous savez qu'il exerce une nouvelle activité, ou qu'il est en train de se reconvertir, voilà. Donc, vous pouvez évidemment lui demander tout simplement, est-ce que tu n'aimerais pas régulariser ta situation? Et dans un deuxième temps, vous pouvez toujours lui suggérer de démissionner. Il a évidemment tout le droit de refuser, mais c'est quelque chose qui peut finalement permettre de sortir de ça. Voilà. Et
Sinon, il reste la dernière option qui est la rupture conventionnelle. Alors, ce n'est pas forcément ce qu'on conseille parce qu'évidemment, le risque, c'est que ça peut créer un précédent. Et que donc, comme le disait Frédéric avant, il y a des salariés qui sont peut-être fragilisés, qui songent peut-être à partir parce qu'ils se disent, ben oui, j'ai traversé 2 années très très difficiles, j'ai beaucoup travaillé, je suis peut-être pas forcément payé comme je le souhaiterais. Et ces salariés-là risquent peut-être justement aussi de venir et de dire, ben voilà, moi je voudrais une rupture conventionnelle. Maintenant, il y a peut-être des salariés qui viennent vous voir régulièrement, ils sont suspendus ou ils travaillent 2, 3, 4 mois parce qu'ils ont eu le Covid et qui viennent spontanément vous dire, voilà, mais moi je voudrais une rupture conventionnelle. Alors je sais que sur le territoire, mais ça Jean-Marc pourra peut-être éventuellement dire un mot là-dessus après, je sais qu'il y a des accompagnements aussi qui sont proposés sur ça pour justement permettre un financement, notamment des reconversions. Donc voilà, donc ça aussi, c'est une piste à explorer. Voilà, et s'il y a des questions après, on y répondra tout à l'heure. Voilà, je redonne le relais à Frédéric. Merci Ludovic. Je prends la main. Donc, alors, je voulais continuer effectivement en vous parlant de la problématique de l'augmentation en fait des significative des vols et des agressions. Alors, globalement, c'est quelque chose qui est recensé au niveau national. Alors, plus spécifiquement encore sur l'île, mais on a une explosion quand même des agressions verbales, des agressions physiques, des vols en officine. Et ça, c'est lié, je fais très court pour pas prendre trop de temps, mais ça, c'est vraiment pleinement lié à des effets de la crise sur les patients. On a une précarisation des populations fragiles, une dégradation de l'état de santé de certains malades, une augmentation des pathologies chroniques, une souffrance psychique, du stress, de la dépression, etc., des violences familiales, l'augmentation des addictions, plus un background qui est lié vraiment à cette problématique d'obligation vaccinale et parfois une symbolisation du pharmacien et de l'officine par rapport effectivement à cette obligation. Donc, rapidement, je voulais vous donner 2-3 éléments par rapport à ces problématiques de tension au niveau du comptoir. Donc, il faut en parler à l'équipe. Il faut dire, voilà, on a une situation qui s'est un peu dégradée ces dernières années. C'est parce que les patients sont en souffrance. C'est aussi parce que parfois, effectivement, on peut être désigné comme étant les représentants de quelque chose qui cristallise une certaine haine, une certaine rancœur, un certain ressenti au niveau de certaines personnes dans la population. Et donc, il faut effectivement que les collaborateurs adoptent les bons réflexes. Donc, en cas d'agression, effectivement, il y a quand même déjà des basiques qu'il faut rappeler à l'ensemble des collaborateurs, c'est de ne pas déclencher évidemment d'agressivité, de pas opposer en opposant une résistance. Ça, c'est un basique, mais rappelez-le à tous vos collaborateurs parce que ça peut faire beaucoup de dégâts s'il y a une agression, s'il y a un conflit grave au sein des structures. Et là aussi, c'est source de turnover. Donc, en aucun cas de figure, on oppose une résistance. S'il y a intimidation par une arme, position très agressive avec menace de violence, on n'oppose pas de résistance. Ça n'a pas d'importance de donner un produit auquel on n'a pas accès normalement, si on n'a pas d'ordonnance, de donner des stupes, même de donner l'argent de la caisse, on s'en fiche, on y va, il n'y a pas de souci. On essaye d'identifier autant que se faire et d'observer les agresseurs, parce qu'après, il y aura par contre une procédure à faire, et dès que possible, évidemment, on contacte la police. D'accord ? C'est eux qui vous donneront la marche à suivre, pas de souci. Il faut penser effectivement à déclarer aussi au niveau ordinal tout souci. Alors pourquoi ? Il y a une plateforme en ligne, vous pouvez le faire, c'est très facile. Vous allez sur le site de l'Ordre des pharmaciens, démarche et formulaire, déclarer une agression. C'est très important parce que l'Ordre a la possibilité de se porter partie civile aux côtés du pharmacien victime. Donc, ça veut dire que vous allez renforcer, si vous voulez, la démarche d'un point de vue juridique. Et ça peut vous permettre effectivement, si les choses sont allées loin quand même, d'avoir gain de cause, qu'il y ait une enquête, qu'il y ait un peu plus de choses que si vous aviez été tout seul. Donc n'hésitez pas à le faire. Il y a aussi effectivement un soutien psychologique
qui vous est accordé en prenant contact avec les confrères bénévoles de l'association Adopt. C'est H24, il y a un numéro vert, vous pouvez appeler si vraiment vous êtes en difficulté par rapport à ça. Donc ça, c'est quand même effectivement assez important de l'avoir en tête, 2-3 notions de base. Et après, je voulais quand même aussi vous donner quelques petites clés dans la gestion même effectivement des conflits et de la manière dont on peut désamorcer une situation de tension au comptoir. Ça, c'est sorte de petit mémo, de petit récap que vous pouvez quand même donner effectivement à vos collaborateurs. Alors, je vais juste récupérer, pardon, je suis pas allé au bon endroit. Il y a plusieurs choses effectivement par rapport à ça. D'abord, c'est d'être capable, toujours lorsqu'on est en situation de tension, d'essayer, alors que pour chaque collaborateur au comptoir en face d'un patient agressif, c'est d'essayer d'évaluer la situation. Parce que très souvent, on a un interlocuteur qui, quand la situation devient délicate et qui commence à y avoir une certaine agressivité, en fait, il n'est plus dans une logique d'obtenir une boîte, d'obtenir un produit, d'obtenir un traitement. Notre interlocuteur, à ce moment-là, il est souvent plutôt dans une logique de ne pas perdre la face, d'essayer de défier son interlocuteur, voire d'essayer de transgresser la loi, les convenances, ou de s'opposer une nouvelle fois à ce que le pharmacien, le préparateur, l'officine peut représenter symboliquement. Donc ça, c'est important de le comprendre parce que parfois, l'idée, c'est d'être capable de céder sur le fait de dire, OK, la personne, elle veut être agressive, elle veut se défouler, elle veut, OK, je vais la laisser faire, je vais pas rentrer dans un débat de dire, vous me manquez de respect, lorsque vous parlerez correctement, lorsque vous aurez une démarche éduquée, etc., je vous répondrai. Ça, c'est évidemment la pire des choses. Et là, on va monter dans le conflit. Essayez d'amener tout le monde au sein de l'équipe à se positionner professionnellement. Alors, dès que vous sentez un peu de tension, alors pas quand on est au cœur du conflit, mais dès que ça se tend, placez-moi un sourire dans la relation. Et si vous pouvez même déjà avant, rappelez le réflexe pour tout le monde au comptoir. Quand on accueille quelqu'un, on sourit. Sourire, c'est un signe plutôt d'empathie. C'est un signe aussi qui généralement est vu comme une posture effectivement accueillante et qui, quand vous avez quelqu'un qui débarque parce qu'il a eu énormément de problèmes, il était coincé aux urgences, il n'a pas eu ses traitements, il a eu des problèmes, etc. Il a passé une nuit affreuse à essayer déjà d'obtenir son ordonnance et qu'il arrive effectivement en étant complètement remonté et en s'étant fait balader par 4-5 personnes d'affilée, quand il est en face de quelqu'un au comptoir qui lui sourit, effectivement, ça peut faire descendre un petit peu la pression. Et ça peut calmer aussi un petit peu effectivement une agressivité spontanée que la personne peut avoir en arrivant au sein de l'officine. Il faut aussi savoir que le sourire, c'est un régulateur de l'émotion. C'est-à-dire que la personne qui sourit, en fait, elle se calme aussi elle-même émotivement. Donc ça peut aider parfois à avoir gardé la tête un peu plus froide que lorsque on est effectivement en situation classique de tension et d'animosité spontanée à l'égard de notre interlocuteur. Reformuler la demande. Reformuler la demande, c'est une clé, c'est un basique. Enseignez-le à tous vos collaborateurs. Le simple fait de dire « OK, voilà, j'ai compris ce que vous souhaitez, c'est cela ». Ça ne veut pas dire que vous allez dire oui. Ça veut simplement dire que vous avez entendu la demande de l'autre. Quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Voilà, oui, mais moi, OK, j'ai pas d'ordonnance, mais moi, il me faut impérativement un somnifère ». Vous dites « OK, j'ai compris, il vous faut quelque chose pour dormir. C'est impératif pour vous ». Le simple fait d'avoir dit ça, la personne, elle se dit, OK, lui, il m'a écouté, lui, il m'a entendu, il a compris ce que je voulais. Et il ne peut pas vous dire, attendez, vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit. Non, vous avez déjà fait un pas vers lui. Vous ne pouvez peut-être pas forcément, effectivement, lui donner la réponse qu'il attendait, mais vous avez avancé. Il faut poser sans jugement et sans agressivité les limites à l'autre. Si quelqu'un, effectivement, pète les plombs, est grossier, vous insulte, etc., essayez de ne pas porter de jugement sur ce qu'il a fait. Il faut dire, écoutez, moi, je vois que vous êtes en colère, mais j'ai du mal à comprendre quand même pourquoi est-ce que vous vous en prenez avec autant d'animosité à moi. Je viens de découvrir en fait votre ordonnance, ça fait à peine 1 minute qu'on échange, j'ai cru comprendre que c'était très compliqué lorsque vous étiez aux urgences cette nuit, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que vous vous en prenez à moi.
Voilà. C'est-à-dire, c'est essayer de ne pas être dans le jugement, de dire vous êtes grossier, vous êtes impoli. Moi, monsieur, je suis désolé, je n'accepte pas de servir un patient qui se comporte de telle manière-là, qui n'est pas capable effectivement d'être dans la retenue, qui n'a aucun égard pour les gens autour de lui. Ça, c'est rentrer dans le conflit. Donc, évitez autant que se faire. Et vous pouvez exprimer, par contre, la manière dont vous vivez les choses, en disant bah, moi, je me sens attaqué par la manière dont vous m'interpellez. Et c'est vrai que ça me déstabilise un petit peu. Je suis quand même un petit peu gêné par cette situation. Est-ce qu'on ne pourrait pas au moins discuter plus calmement ensemble, que je comprenne ce qui vous arrive? Toujours dire, OK, voilà ce que je peux vous proposer. Ça ne veut pas dire qu'on a une solution qui correspond exactement à la demande, mais c'est dire, voilà ce que moi je peux faire. Essayez d'éviter l'émotivité et relativiser les agressions. Ça aurait dû être le premier point d'ailleurs sur cette slide-là, parce que l'idée, c'est de vous dire très souvent, la personne qui agresse le diplômé au comptoir, elle s'en prend 9 fois sur 10 plutôt au système de santé, plutôt aux règles du système de santé qu'à la personne en elle-même. Et si vous aviez rencontré cette personne au restaurant le même soir, elle aurait été super sympa avec vous, elle ne s'en serait jamais pris de cette manière-là. Donc ça, il faut l'expliquer à vos collaborateurs. Il faut dire, ne le prenez pas à titre personnel. Ne dites pas, je dois laver mon honneur face à mon patient. C'est pas ça. Dites, OK, la personne est en colère, la personne s'en prend au système de santé. Moi, je représente le système de santé, mais je ne le prends pas pour moi. C'est le meilleur moyen d'arriver effectivement à calmer une situation. Et si c'est trop compliqué, et si le collaborateur se dit, je n'y arrive plus, je m'en sors plus, il doit passer la main. Et il doit passer la main à un médiateur. Et ça aussi, c'est important. Quand vous passez la main au sein de l'équipe, c'est celui qui prend la main, il ne vient pas pour soutenir son collègue. Il n'arrive pas en débarquant. Mon collègue a raison, vous êtes un imbécile, vous êtes grossier, vous êtes mal poli, vous ne savez pas vous comporter et on ne vous servira pas. Ça, ce n'est pas une médiation. Ça, c'est faire bloc et amplifier le conflit. Si vous avez de la chance, la personne ne sera pas assez courageuse et va tourner les talons et va s'en aller. Si vous n'avez pas de chance, eh ben, elle va monter dans les tours et vous aurez un conflit encore plus grand. Or, vous, ce qui vous intéresse, c'est que cette personne-là, elle dégage de votre officine. C'est pas qu'elle monte dans les tours, qu'elle devienne agressive, qu'elle casse tout, etc. Ou que demain, sur les réseaux sociaux, elle écrive partout que votre pharmacie, c'est la pire pharmacie du monde, que les gens sont... Non. C'est qu'elle s'en aille le plus vite possible et qu'elle ne fasse pas de vagues. Donc le médiateur, il va venir pour sacrifier. Il va dire, écoutez, mon collègue, c'est peut-être pas forcément très bien exprimé, il n'a pas forcément dit les choses telles que il aurait dû les dire, il n'a peut-être pas bien compris votre demande. On va en reprendre les choses posément ensemble. Et en faisant ça, le médiateur, il ne lâche pas son collègue. C'est pas ça. Il cherche une solution pour que la personne dégage. Et après, on prend tous un café ensemble pour se dire, OK, ce patient-là, c'était un imbécile. Mais on n'avait pas d'autre choix que de se comporter comme ça pour que ça se calme. Essayez toujours de vous dire, bien sûr, on a des ambitions au quotidien. Mais quand le conflit se situe en bas de la pyramide, ça ne sert à rien de se battre pour le point du haut. C'est-à-dire qu'au quotidien, nous, ce qu'on veut, c'est être reconnu comme être des bons professionnels de santé. Et on veut essayer de sensibiliser et d'éduquer le patient. Mais parfois, le patient, il ne comprend pas notre démarche. Donc, ce qu'on va essayer de faire au moins, c'est de respecter la loi. Il ne va peut-être pas nous reconnaître comme étant des professionnels compétents, il ne va peut-être pas comprendre pourquoi on a fait ça, mais on a respecté la loi. Et parfois, on n'y arrive même pas. Et ça devient très agressif, très tendu. Donc, le but, peut-être, c'est simplement déjà de ne pas perdre le patient. Mais parfois, on n'y arrive pas. Le patient, on l'a perdu, il ne reviendra plus chez nous. Mais à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est éviter de continuer dans le conflit et d'en arriver à des agressions verbales en essayant de vouloir à tout prix être respecté. Et parfois, ça ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est éviter que le patient il fasse un esclandre au milieu de tout le monde, qu'il commence à renverser tous les éléments dans l'officine ou qu'il fasse une mauvaise presse en ligne, et donc préserver l'image. Mais parfois, on n'y arrive pas. Et ce qu'on va éviter au moins à ce moment-là, c'est l'agression physique. Donc, ça ne sert à rien de se battre pour revenir au premier point. Et quand un patient commence déjà effectivement à vous dire « vous êtes la pire pharmacie que j'ai rencontrée », oubliez d'être reconnu dans votre métier, c'est foutu, c'est cuit. Oubliez même de respecter la réglementation. Faites en sorte qu'il s'en aille et qu'on évite l'agression physique. Ça, c'est très important parce qu'une nouvelle fois, si vous allez dans le conflit, si le conflit perdure, si vous allez au bras de fer avec le patient, c'est votre équipe que vous allez user, c'est vous-même que vous allez user, c'est autant de gens qui dormiront mal la nuit et qui, demain, en revenant au travail, vont peut-être se poser la question, est-ce que je continue à faire ce job ? Et une nouvelle fois, vous risquez de perdre des collaborateurs. Donc, je sais, parfois, ce n'est pas agréable de se dire, j'ai cédé face à quelqu'un qui était impoli, qui était agressif, etc.
mais on cherche à résoudre le conflit avant toute chose. Voilà, donc c'était rapidement quelques clés. Je vais passer la main à Jean-Marc, peut-être pour vous rappeler quand même que, attention, on a des patients compliqués, on a même des patients qui parfois sont très instables psychologiquement, mais il y a une notion de dévouement quand même du pharmacien aussi. Et ça nous oblige à essayer de garder notre porte ouverte pour tout le monde. Et Jean-Marc, je te laisse peut-être rebondir là-dessus. Oui, absolument. Donc oui, effectivement, le dévouement, c'est l'une des priorités qui est la nôtre, celle des pharmaciens aussi, de tous les métiers qui y a autour, notamment des préparateurs. Donc l'idée, en gros, c'est de traiter de manière extrêmement similaire, sans discrimination, toutes les situations au niveau de la qualité du soin et de la prestation, et qu'on ne doit pas faire attention à un facteur extérieur qui doit être lié à la personne qu'on a en face de nous ou à n'importe quel critère subjectif. En gros, on doit vraiment rester dans un cadre au-delà de la déontologie, mais qui est stricto sensus lié à un traitement égalitaire par rapport à tout un chacun. Alors, évidemment, certains d'entre vous vont dire que ce n'est pas souvent facile de traiter exactement de la même manière chaque situation, mais c'est justement à nous de savoir apprécier les choses, apprécier le contexte avec le plus de justesse possible pour pouvoir complètement comme un caméléon s'y adapter. Voilà. Alors moi, je fais un rappel quand même qui est assez important au niveau de la posture au comptoir. Le code de la santé publique est quand même clair. Hein. Normalement, la personne qu'on a en face de nous comme professionnel de santé, qu'on est patient, elle doit avoir une blouse, elle doit avoir aussi un badge où on doit savoir quel est son grade, si elle est pharmacienne, si elle est titulaire ou si elle est préparateur, et idéalement aussi le prénom. Et il y a aussi des règles de bienséance de base et d'accueil au niveau du sourire, de dire bonjour, des règles de politesse aussi qui s'y accommodent. C'est assez anodin, mais je vous garantis que si vous observez, même moi-même, parfois ça m'arrive, ça peut arriver aussi à d'autres titulaires, mais aussi aux collaborateurs, vous verrez que parfois on a tendance à zapper toutes ces étapes, surtout qu'on peut avoir une pression avec une file de patients devant nous, et aller directement dans le dialogue avec le patient en lui demandant ce qu'il amène et en gros à traiter l'ordonnance, alors qu'il y a toutes ces règles de base qui permettent finalement de préparer au préalable la délivrance pour qu'elle se passe dans de meilleures dispositions. Jean-Marc, pardon, on a un peu, je propose qu'on passe au teaser sur la plateforme recrutement, et ça, ce sera peut-être l'objet vraiment du prochain webinaire, hein, mais on en parle 2 minutes, si tu es d'accord. Mais je vais être extrêmement bref aussi là-dessus. C'est vrai que vous avez pas mal monopolisé, les gars, mais c'était déjà un Je suis désolé. 45. Moi, j'ai regardé ces derniers jours 45, chers collègues et chers confrères. Plus de 45 annonces de recrutement, pêle-mêle, pour les différents métiers de l'officine de pharmacie, préparateur, pharmacien remplaçant, pharmacien adjoint. Donc, je pense qu'il y a et vous ne serez pas contre ça, des besoins qui sont réguliers, avec des profils qui sont difficiles à chercher. Alors, ils sont d'ailleurs et d'abord difficiles à trouver sur l'île. Je suis assez bien placé pour en parler puisque mon épouse a eu une problématique avec des profils fallacieux qui ont été mis sur la toile. Donc, voilà, où il y a une incompréhension autour de la demande. Voilà, donc ça, c'est une chose. Et donc, malheureusement, l'obligation vaccinale aussi n'y est pas pour rien parce qu'elle est passée par là. Il y a eu vraiment une cristallisation autour de cette thématique-là dans notre île. Et ça fait que on a un regard qui est forcément plus ouvert sur la métropole, sur le national, de manière à recruter, puisqu'on a vraiment des besoins qui sont extrêmement clairs, impérieux, et que la crise a vraiment contribué à révéler, j'ai envie de dire, à amplifier énormément. Donc, c'est un projet de plateforme. Il y a une seule chose à retenir, c'est Macasa. Macasa. C'est le nom du site et le nom de la plateforme qu'il y a derrière. Donc, c'est une plateforme de recrutement donc, qui permet de mettre en contact une demande, donc une offre, et un candidat en face. Voilà. C'est un projet qui est copiloté par l'ARS. J'irai un peu plus loin que simplement accompagné par l'ARS et aussi surtout par les autres URPS. Donc moi, ce que j'attends de vous, c'est au-delà des 5 axes majeurs autour de ce projet, c'est qu'à un moment, on en parle. Il va être lancé dans les prochaines semaines. Vous serez dûment tenu informé. Il y aura, comme l'a dit Frédéric, un webinaire sur le sujet. Mais ce serait bien d'en parler de manière à ce qu'on puisse faire que toutes les demandes qui s'agrègent ou tous les candidats potentiels puissent justement être tous mis sur une seule et unique plateforme, puisqu'elle va dépasser notre simple métier
de la pharmacie. Il y aura aussi une approche qui sera liée pour les médecins et pour sans doute aussi les infirmiers dans un premier temps. L'idée en 2 mots, pour faire extrêmement court, c'est de sectoriser 2 besoins et 2 vecteurs. Alors, le premier besoin, c'est celui de remplacement de courte durée ou d'une vacation. On appelle ça vacation dans d'autres professions médicales, ou d'un CDD. Le deuxième besoin, c'est du coup de voir sur le moyen long terme avec une installation de quelqu'un qui ne serait pas sur le territoire ou fonctionner directement par un CDI. Alors, je rappelle que le recrutement, il fonctionne par vague. C'est d'abord recruter. C'est pour ça qu'il faut vraiment communiquer sur cette plateforme Macasa Santé à tout un chacun de vos connaissances, de manière à ce que déjà les confrères ou les consoeurs, s'il y en a sur le territoire guadeloupéen, ou bien les préparateurs, connaissent et connaissance de cette plateforme-là, qu'elle existe, et qui puissent justement s'y atteler. Alors voilà, les 2 besoins sont clairs, courte durée et moyenne et longue durée. Et les 2 vecteurs sont clairs, c'est recruter justement en local et aller au-delà avec la métropole et les différents pays dont on a des ressortissants qui viennent de l'UE. J'insiste sur l'UE parce que l'ARS a été extrêmement claire. Ce qui leur importe aussi, c'est qu'il y ait impérativement des diplômes qui soient déjà validés au niveau européen. Voilà. Donc, évidemment, les 5 axes, je l'ai dit en préambule tout à l'heure, qui gouvernent un peu la démarche, c'est premièrement créer un engouement au niveau de la démarche par rapport au fait qu'on donne envie de former des jeunes. Alors, il y aura une initiative liée à la nouvelle réforme des métiers de préparateur de pharmacie qui va être prise par le syndicat et un peu coportée par nous. Et la deuxième chose aussi, c'est de faciliter sous tous les aspects possibles l'installation des professionnels de santé. En gros, quand ils viennent, ils ont besoin d'avoir une école à proximité, savoir en gros quel est le réseau routier, savoir quelle est la clinique qui sera à distance, savoir en gros où est-ce qu'ils pourront faire leurs courses, savoir si le conjoint pourra être correctement accepté, s'il pourra avoir ses repères et que ça soit facile pour lui pour qu'il puisse vivre, parce que c'est un projet finalement qui peut être familial. Voilà. C'est aussi plus globalement d'attirer des talents, des spécialistes, ça c'est plus pour les médecins, on va dire. Et c'est en même temps de dire et de faire comprendre à l'étudiant en santé, quel qu'il soit en études de pharmacie, en études de médecine ou en infirmier, mais tu peux revenir chez toi. Tu peux venir chez toi. Tu peux venir chez toi, rentrer chez toi. Il y a des filières qui sont organisées, qui sont prêtes à te recevoir. Et il faut que tu le saches. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes Guadeloupéens, les jeunes Antillais, une fois qu'ils partent là-bas, ils ne sont pas tous prêts à revenir parce qu'ils ne savent pas comment concrètement prévoir leur retour. Deuxièmement, ils ont pris une habitude en étant là-bas. Et troisièmement, ils ont directement aussi des offres parce qu'il y a aussi un marché concurrentiel qui clairement est en train d'exploser en métropole. Ça veut dire que nous, on est en train, entre guillemets, d'essayer de créer de l'attractivité pour qu'il y ait des jeunes qui reviennent, mais on n'est pas les seuls sur ce volet-là. On n'est pas les seuls à mener ce combat-là, j'ai envie de dire. Donc, il faut absolument qu'on puisse, nous, sécuriser nos jeunes qui peuvent faire les études là-bas et qui puissent revenir. Là, je parlais d'une notion un petit peu endogène de terroir. Voilà. Et une des dernières démarches qui est quand même importante, c'est d'accompagner sur le volet juridique et sur le volet de cession et de transmission de l'activité les confrères qui, le cas échéant, seraient dans cette optique-là. Donc, on reviendra vers vous sur Macasa Santé Antilles, ma carrière Santé Antilles, parce que ce sera, à mon avis, un sujet qui va prendre de plus en plus de place. Et si, effectivement, d'aventure vous vous sentez concerné par la problématique, il faudra donc renvoyer tous les profils concernés ou les demandes sur ce site-là quand il sera en activité dans les prochaines semaines à venir. Voilà. Ainsi s'achève ce webinaire. Alors, il y aura effectivement un ensemble de dates à venir avec un calendrier qui peut effectivement un petit peu bouger s'il y a des impériosités ou s'il y a du mouvement. Donc, on a déjà fait en mars le webinaire sur les DASRI. Là, on fait présentement celui sur la gestion de crise à l'officine et le recrutement. Et il y aura normalement le 14 juin celui sur la sortie hospitalière et l'exercice coordonné. Je rappelle qu'il est très important que vous soyez nombreux à suivre ce dernier webinaire, en tout cas avant l'été, parce que demain ou après-demain, la ROSP
Donc, le fait de toucher la rémunération qu'elle a ROST sera lié au fait d'avoir impérativement un exercice coordonné en 2023. Donc, ce sont des choses qui se préparent. Il faudra faire un état des lieux sur le type d'exercice coordonné qu'il y a aujourd'hui autour de notre profession et comment intégrer une MSP ou un CPTS, etc. La procédure n'est pas compliquée, mais il faut que vous ayez ça en tête. Ça va devenir une condition sine qua non pour pouvoir toucher un certain nombre de primes et de rémunérations. Et du coup, l'exercice coordonné va prendre une ampleur au fur et à mesure. Et la sortie hospitalière aussi. Vous savez que ça, c'est aussi le dada notamment d'Olivier, qu'il avait fait un gros travail là-dessus. Et donc, moi, c'est dans cette continuité-là que je m'inscris. Voilà. Merci à tous d'avoir participé. Je ne sais pas s'il y a des questions, du coup. Ce sera peut-être le moment sur le chat de les poser pour qu'on puisse au moins vous y donner réponse. Et je vous remercie en tout cas pour aussi nombreux que vous ayez été aujourd'hui. S'il y a des questions. Oui, alors pour le début du webinaire, pas de souci, puisqu'il sera disponible directement en ligne. On enverra le lien sur le site de l'URPS comme d'habitude. Alors, je voulais aussi, moi, avoir, avant que tout le monde commence à se déconnecter, un retour sur le format. Est-ce que le format, finalement, n'est pas trop contraignant? Bon, si vous êtes là, c'est qu'a priori, ça peut fonctionner, mais voilà, nous dire si ça vous convient aussi, que ça soit avec un petit retour sur le WhatsApp ou bien là, via le chat. Frédéric, Ludovic, vous pensez à des précisions à apporter peut-être sur les thématiques qu'on a abordées? Non. Donc, comme dit, il y aura un autre rendez-vous pour la partie recrutement et la présentation de la plateforme une fois qu'elle sera complètement lancée. Ça sera partie effectivement d'un rendez-vous qui sera fixé ultérieurement, puisqu'on fera une vraie présentation de l'outil. Là, il n'y aura pas de souci. On en a parlé un peu aujourd'hui, mais on ira plus dans les détails dans un prochain rendez-vous. Pas au mois de juin, parce que le prochain, effectivement, c'est la sortie hospitalière exercice coordonné, mais il y aura peut-être soit un webinaire exceptionnel, soit ce sera le webinaire de la rentrée, quoi. Ok. Bien. Ben, écoutez, merci à tous d'avoir participé. On se donne rendez-vous du coup le 14 juin pour le webinaire sur la sortie hospitalière et l'exercice coordonné. Passez une bonne après-midi et une bonne soirée pour ceux qui sont en métropole. Concernant l'aide pour le robot, peut-on avoir un lien? Peut-on avoir un lien? Alors, en fait, il n'y a pas de lien au sens un lien Internet. En fait, ça passe effectivement par l'organisme dont on parlait tout à l'heure, la GSS, qui gère localement effectivement ces demandes d'aide. Donc, je pense qu'on va essayer d'avancer là aussi peut-être du côté de l'URPS pour reprendre à tâche déjà avec la structure, voir s'ils ont pu déployer le réseau d'ergonomes qui était prévu. Et à ce moment-là, effectivement, on pourra transmettre pour ceux que ça intéresse les éléments. Mais il n'y a pas de lien Internet pour ça. Si c'était ça la question d'Ingrid. Ok, parfait. Passez une bonne après-midi. Merci à tous. Et puis, rendez-vous au 14. Au plaisir. Merci Jean-Marc. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.